Bonjour tout le monde, je crois que nous sommes en direct. Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver ici pour la troisième webinaire de consécutif. On va commencer dans une petite minute. On va attendre encore les différents participants. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui n'auraient jamais utilisé Livestorm, vous avez un chat à côté qui est tout le temps disponible. Donc, on vous invite à poser vos questions dedans. Et il y a un système même d'upvote. Donc, vous pouvez dire qu'une question vous intéresse particulièrement. Comme ça, on va pouvoir les récupérer et poser les questions finalement aux intervenants. Alors, j'en fais partie, surtout à nos invités qu'on va présenter tout de suite, pour qu'on puisse y répondre. OK. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager finalement mon écran. Et puis, on va pouvoir, je pense, très prochainement commencer. Okay. C'est comment la... Alors, j'espère que vous voyez tous bien mon écran. Donc, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes se posent, que ce soit au moment où vous créez votre propre entreprise, au moment où vous changez un peu de scale, où vous passez sur d'autres problématiques, d'autres volumes, et que vous posez toujours cette question de finalement de comment vous devez adapter votre stack à votre propre besoin. Donc, on va répondre finalement à toutes ces questions-là en essayant de partager nos expériences avec les intervenants et puis donner quelques conseils. Donc, n'hésitez surtout pas à pouvoir en profiter pour poser vos questions. Alors, au programme, on va d'abord avoir une petite présentation d'Émile, pour savoir qui nous sommes. Puis après, on va détailler 3 niveaux, je dirais, de maturité d'entreprise avec des exemples grâce à nos intervenants. Donc, le premier, ça va être moi. Je vais vous parler finalement, quand vous créez votre entreprise, de quels sont un peu les différents composants de votre stack et qu'est-ce que vous devriez envisager et considérer. Le niveau 2, c'est le niveau finalement de Tiller qui a été racheté par SumUp. Nolwenn vous expliquera tout ça, qui est donc une scale-up qui est en pleine puissance. Et enfin, on va avoir un troisième niveau qui est JobTeaser, qui est une entreprise beaucoup plus mature et qui a déjà mis en place beaucoup d'outils data en son sein. Enfin, je vous présenterai un tout petit peu le programme Data for Pro qui traite de tous ces sujets-là, si jamais tout cela vous intéresse. Donc, comme vous avez vu, la dernière partie, c'est pour poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Alors, chez Émile, nous sommes un organisme de formation en data. Ce que l'on propose, ce sont des bootcamps immersifs. Donc, on construit finalement tous nos supports de cours avec des startups et scale-up. L'idée est de le plus concret possible. Donc, on utilise une pédagogie qu'on appelle le core-based learning. En français, c'est plutôt classe inversée. La partie théorique, elle est asynchrone et la partie pratique, elle est pendant les différentes sessions live. L'idée, c'est vraiment de vous mettre les mains dans le cambouis et de pouvoir participer et faire pour vraiment véritablement apprendre. Toute la pédagogie passive, on n'y croit pas trop. Il faut vraiment pratiquer pour y arriver. En quelques chiffres, Émile, c'est plus de 120 élèves. Il y a une note moyenne sur nos différents programmes de plus de 9,6 sur 10. Aujourd'hui, on a 4 programmes data. Le premier qui est vraiment traite de la data analyse, c'est celui qu'on va plutôt aborder aujourd'hui. Il y en a un sur des problématiques de tracking, d'autres sur des problématiques d'automation, et enfin d'autres sur une partie Python et machine learning, donc un peu plus spécifique. On a co-construit finalement ces programmes-là avec plus de 10 auteurs qui sont tous lead-head de grosses startups et scale-up françaises. On a plus de 20 intervenants et des professeurs aussi experts dans leur domaine. Et on a récupéré des données en partenariat avec plus d'une vingtaine de startups, dont JobTeaser, Tiller, by SumUp aujourd'hui, mais aussi Itch, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est de parler un peu de nos intervenants. Donc, Nolwenn, si tu veux bien, je te donne la parole pour te présenter. Très bien. Bonjour à tous. Je suis ravie de partager aujourd'hui ce qu'on a fait chez Tiller. Donc, moi, c'est Nolwenn. J'ai rejoint Tiller il y a 2 ans et demi pour monter du coup la data en tant que première data analyst à l'époque. Et avant ça, j'avais bossé 2 ans et demi dans une autre startup plus spécialisée dans l'adtech. Donc, on faisait des publicités basées sur la géolocalisation, plutôt sur un environnement plutôt big data. Donc, je vais être ravie de présenter tout ça aujourd'hui. Super. Pierre? Oui, bonjour à tous et merci Paul et Thomas de m'avoir convié pour ce webinaire. Donc moi, du coup, c'est Pierre. Ça fait 3 ans et demi que je suis chez JobTeaser. Pour le coup, je suis arrivé
L'équipe était déjà montée et l'objectif, c'était de faire grossir l'équipe et de développer la data au sein de la boîte. Et avant ça, j'étais dans une petite boîte de conseil pendant 4 ans et demi où je travaillais sur des problématiques de planification énergétique autour de l'optimisation, des choses comme ça. Parfait. Bon, bah, écoute, enchanté. Merci encore d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc, je vais commencer. Donc, voilà ma tête. Donc, moi, je suis cofondateur d'Emile et je vais vous parler finalement de quelle est la stack type pour une jeune startup. Alors, tout d'abord, je voudrais différencier le POC de la première architecture. Un POC, c'est vraiment pour tester s'il y a une appétence sur le marché. Donc, de temps en temps, il n'y a même pas du tout de techno, hein. Ça pourrait être que des mock-ups, ça pourrait être que des petits designs ou vraiment des choses qui sont complètement fake. Donc, vraiment, on va s'intéresser à plus si vous avez trouvé finalement, je veux dire, un produit et que vous voulez cette fois-ci construire le début d'une stack, qu'est-ce qu'il faudrait considérer? Donc, tout d'abord, je vais vous parler des composants pour être sûr que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est une base de données, ce qu'on appelle opérationnelle, c'est-à-dire ce sont toutes les données qui vont vous servir à faire tourner votre produit. Donc, très concrètement, chez Emile, la base de données opérationnelle, c'est quels sont nos élèves, quels sont nos promos, un peu les quiz qu'on va envoyer pour former les groupes, donc tout l'aspect pédagogique. Ce sont toutes les choses qui, si vous ne les avez pas, bah, votre produit ne peut pas tourner. Généralement, on retrouve en base de données, plutôt, je dirais, de façon assez classique, la partie plutôt SQL. Donc, on va retrouver du Postgre et du MySQL ici, mais on peut avoir d'autres formes. Ça peut être aussi du NoSQL. On pourra en parler si ça vous intéresse dans les différentes questions. Ça peut être du orienté document, orienté colonne, etc. Et il peut y avoir d'autres solutions qui sont cette fois-ci plutôt du no-code, donc comme Airtable, qui peut aussi jouer le rôle d'une base de données opérationnelle, mais il y a des limitations dont on va discuter. Puis, vous avez certainement besoin dans votre entreprise d'un CRM qui vous permet d'avoir effectivement l'information sur vos clients, mais également aussi sur quels sont les deals que vous allez pouvoir faire avec eux et voir un petit peu le pipeline, je dirais, commercial pour pouvoir voir des funnels de conversion. Très important. Les différents outils SaaS que vous allez pouvoir utiliser, parce qu'effectivement, il faut promouvoir votre produit, donc vous devez avoir une présence à la fois sur les réseaux sociaux et autres. Donc, vous allez retrouver des outils pour tout ce qui va être média, donc Facebook, TikTok ou autre, Instagram, mais aussi potentiellement un chat si vous voulez échanger avec eux. Ça peut être des données de paiement. Donc, il faut voir ça quand même quelque chose de très large. Hein, en fonction de votre secteur d'activité et de vos besoins, vous avez certainement des outils que vous utilisez qui contiennent de la data que vous pourriez venir récupérer. Vous pouvez avoir du Google Analytics, bien évidemment. Si vous avez votre landing page ou votre site Internet, vous voulez savoir un peu quels sont les taux de conversion. Donc, c'est des choses qui vont vous permettre facilement de pouvoir le faire. Et donc, c'est des outils que vous allez pouvoir récupérer. Vous allez aussi potentiellement, j'ai mis des parenthèses, hein, avoir des outils d'automatisation. L'idée, c'est quand même de gagner en efficacité. Vous voulez aller plutôt vite au début pour construire votre produit. Donc, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre d'être efficace et de gagner du temps. Donc, on va plutôt parler de Zapier pour le plus connu, mais il peut y avoir aussi des nouveaux acteurs avec lesquels nous sommes partenaires comme N8N.io ou encore Integromat que vous avez peut-être déjà entendu parler. Puis, pour les entreprises qui sont un peu orientées data et qui ont déjà un peu ces préoccupations en tête, il est possible de retrouver même quasiment dès le début un outil de BI. Alors, le premier, même si ce n'est pas un outil de BI, on peut en discuter, il y a quand même de l'Excel et du Google Sheet. Hein, tout le monde passe par là. C'est quand même la chose la plus simple à faire et que tout le monde sait utiliser. Mais on peut retrouver aussi des outils comme du Tableau, du Power BI. Certains sont assez chers, on peut aussi en discuter, mais qui peuvent vous permettre de pouvoir analyser de la donnée et de pouvoir partager des graphiques, etc. Donc ça, ce sont les composants qui sont un peu à la base, je dirais, d'une stack d'une jeune startup. Les composants, comme je le dis, varient vraiment en fonction du besoin, donc il faut l'adapter bien évidemment à ce que vous faites. Alors, comment on choisit bien ces outils? Là, c'est un peu, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est bien de les rappeler. Il faut d'abord choisir ces outils en fonction du besoin. Donc, pas besoin de céder à la hype, tout le monde me parle de ça, il faut que je fasse ça. Il faut vraiment comprendre pourquoi vous en avez besoin et de venir challenger ces différents outils sur qu'est-ce qu'ils pourraient vous apporter. C'est vraiment très, très important. Il faut aussi choisir des outils qui ont un bon support ou une bonne communauté. Parce que quand vous adoptez un nouvel outil, vous allez avoir des questions, pour sûr. Et vous allez dépendre finalement du support. Donc, si le support est réactif, s'il y a une grosse communauté auquel vous pouvez poser vos questions, vous allez avoir des réponses et vous allez pouvoir itérer beaucoup plus rapidement, avec beaucoup moins de frustration aussi. Ce qui est important aussi, c'est l'interconnexion. Aujourd'hui, on se dit, oh bah ouais, j'utilise mon outil et c'est très bien. Sauf que demain, votre outil, vous allez vouloir le connecter à autre chose pour faire des analyses plus intelligentes, pour récupérer des informations, pour pouvoir faire du targeting plus précis, pour pouvoir faire des campagnes mail personnalisées. Je dis tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment important que les choses puissent se connecter. Si elles ne sont pas connectées naturellement, bah, vous allez devoir faire du travail supplémentaire pour pouvoir le faire, avec potentiellement du code custom, etc. Donc, si c'est possible, vérifiez si finalement vous avez des connexions qui sont déjà existantes. Alors, les connexions, ça peut être directement natif ou ça peut être via des outils d'automatisation, comme on disait auparavant, Zapier, etc. Je vous conseille aussi au niveau du prix. Bien évidemment, c'est
un des critères essentiels au niveau de choisir ces outils. Mais il ne faut pas vous arrêter au prix facial. Beaucoup de prix que vous voyez, vous pouvez largement les négocier. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à changer le côté sales, à la fois sur ce que peut offrir le produit, mais aussi sur le prix. Et enfin, on a tendance à l'oublier, mais que c'est très important, c'est la facilité d'adoption. Si vous utilisez des outils qui sont trop compliqués, là, clairement, au sein de vos équipes, il va y avoir des frictions. Vous allez avoir vraiment beaucoup de temps pour convaincre les différentes équipes métiers de pouvoir l'adopter, de pouvoir l'utiliser. Donc vraiment, si un outil est efficace et simple, c'est vraiment tout bénéfique. Donc, un des premiers points qui est vraiment important, c'est que quand vous commencez, il faut construire votre architecture par étapes et par besoin, et pas simplement sortir une grosse stack très compliquée pour l'idée. Alors, l'exemple d'Emile, est-ce que c'est le meilleur exemple à suivre? Je ne pense pas pour l'instant, mais nous sommes une entreprise qui débute, donc on fait ça avec nos besoins. Vous voyez, je suis ce que je dis moi-même. Donc, nous, on a choisi Airtable, qui est qui est une base de données finalement no-code en ligne, qui ressemble vraiment à un spreadsheet, hein, c'est à peu près ça. L'idée de Airtable, nous, on l'utilise comme CRM. Donc, quels sont nos futurs apprenants? Qui sont-ils? Et on va aussi créer toute la partie pédagogique, donc les promos, faire en sorte d'envoyer les évaluations automatiquement, d'envoyer les QCM automatiquement, etc. Donc, tout est orchestré par Airtable. Thinkific, c'est notre outil LMS, Learning Management System. C'est celui qui nous permet d'avoir une plateforme et de pouvoir délivrer le contenu des cours au fur et à mesure, le débloquer dans le temps et rendre l'expérience d'apprentissage la plus efficiente possible. Et pour orchestrer tout ça, vous l'aurez bien compris qu'il y a quand même de l'automatisation derrière. Alors, il y a un peu de code, ça c'est mon appétence pour, mais c'est aussi Zapier qui s'intègre à énormément de choses et qui permettent de faire les choses relativement rapidement. Alors, en plus de ça, on a d'autres outils SaaS, je voulais vous les montrer, parce que même si on est une petite boîte, on a pas mal de besoins. On va retrouver Calendly pour les prises de rendez-vous, Mixpanel pour pouvoir avoir un peu le temps et l'utilisation de notre plateforme, et EduSign pour tout ce qui va être réglementaire pour signature électronique, enfin, je vous en passe. Et bien évidemment, on a construit une stack, cette fois-ci plus sérieuse, pour pouvoir faire pratiquer nos élèves en bonnes conditions. Donc, si vous alliez travailler chez Tiller ou chez JobTeaser, vous auriez des data warehouse, vous auriez, etc., des outils à votre disposition que nous, on a reproduits en faisant justement avec les données de nos partenaires. On a notre propre data warehouse sur Google Cloud, donc qui s'appelle BigQuery, qu'on fait utiliser à nos élèves. Je finis là-dessus. Quelles vont être les limites d'une telle architecture? Alors d'abord, il n'y a pas de data gouvernance, c'est-à-dire que vous n'avez pas centralisé à un seul et même point la définition de vos KPI, comment vous allez les calculer. Donc le problème de ça, c'est que les données, elles ne sont pas déjà transformées et prêtes à disposition où tout le monde peut piocher au même endroit. Il n'y a pas une seule source de vérité. Vous allez devoir en permanence aller chercher les données sur les différents outils que vous avez et devoir faire vos propres analyses. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'énormément de gens vont faire ça par eux-mêmes. Donc toutes les équipes différentes, ils vont avoir leur fichier Excel, ils vont faire un peu leur popote, si je puis dire. Et malheureusement, ça va être assez inefficace puisque cette même popote a déjà été faite, je pense, en grande partie par d'autres. Le problème de ça, c'est qu'il va falloir aussi refaire souvent son data model. Qu'est-ce que j'entends par data model? C'est que vous avez des données, mais vous voulez forcément les transformer, vous voulez garder peut-être que certaines colonnes, vous voulez peut-être faire des jointures, c'est-à-dire vraiment comme des recherches V sur Excel, se dire j'ai besoin de croiser des données. Et à chaque fois que vous allez refaire une analyse, vous allez potentiellement devoir refaire tout ce data model-là. Au même titre, si vous utilisez un outil BI, si vous utilisez par exemple Power BI, vous êtes obligé de refaire votre data model avec les liaisons dès que vous commencez un nouveau dashboard. Et puis, il y a d'autres problèmes avec les partages de droits également qu'il va falloir à chaque fois redéfinir. Il y a aussi la limitation de ces outils. J'ai pris l'exemple de Emile pour Airtable. Airtable, vous êtes limité à quelques dizaines de milliers de lignes. Le jour où vous grossissez vraiment, ce n'est pas une architecture qui va être très scalable. Donc, il faut faire un petit peu attention aussi et avoir ça en tête de, peut-être que c'est une architecture pour commencer et après se poser de meilleures questions. Il y aura des problèmes aussi d'accessibilité et de collaboration. Alors, Google Sheets, ça marche très bien, tout le monde l'utilise et c'est très collaboratif, mais il y a des outils qui ne le sont pas. Donc, il faut bien aussi faire un petit peu attention à ça. C'est des limitations que vous allez pouvoir rencontrer. Et puis, il y a ce qui est le plus connu, et je pense que vous l'avez tous en tête, la difficulté de faire des analyses croisées. Vous êtes obligé de multiplier les sources et de faire généralement un gros travail à la main pour pouvoir justement avoir des recommandations pertinentes. Et ça prend énormément de temps. J'ai mis aussi comme limitation le prix, mais ça, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Si vous utilisez des outils qui sont faits pour peu de données que vous voulez faire avec beaucoup de données, forcément, soit ça ne va pas tenir, soit ça va venir coûter très, très cher. Et donc, il y a vraiment cette dimension-là qui va devoir être prise en compte. Voilà, maintenant, je vais passer… alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je ne vois pas les questions parce que j'entends juste des bip-bip, mais on va y revenir juste après. Mais je vais donner la parole à Nolwenn qui va vous présenter, du coup, une entreprise qui est maintenant un peu plus mature que celle que je vous ai présentée jusqu'à maintenant. Merci Paul pour cette présentation et je tiens quand même à dire que la stack métier d'Emile est quand même déjà assez solide pour une boîte qui se lance et je vous invite tous en tout cas à vous intéresser au no-code parce qu'il y a plein de belles choses à faire avec ces outils.
Bref, donc moi, je vais vous parler de Tiller. Donc, en quelques mots, Tiller. Donc, Tiller, c'est une scale-up qui a été rachetée par une grosse licorne européenne qui s'appelle SumUp. Vous connaissez peut-être leur petit boîtier blanc. Donc, vous les avez peut-être déjà utilisés, par exemple, dans des taxis ou chez les petits commerçants. Donc, nous, on a été racheté pour couvrir chez eux la branche caisse. On fournit une caisse enregistreuse. On est globalement spécialisé sur la restauration. On est en train de se diversifier aussi sur le retail et tout type de commerçants. Globalement, Tiller, c'est plus de 10 000 clients en France, en Espagne et en Italie. De manière annuelle, on gère à peu près 2 milliards d'euros de transactions qui passent via notre caisse. Donc, vous pouvez imaginer qu'on a un gros volume de données. On est une société, une boîte SaaS, donc on vend de l'abonnement, donc on vend une licence à nos clients. Donc on se doit d'avoir une stack métier, donc une stack d'outils un peu comme a présenté Paul, ultra scalable et ultra automatisée. Donc c'est aussi notre grosse force chez Tiller et c'est aussi ce qui a permis de monter une stack data assez puissante parce que finalement les outils métiers derrière étaient super bien configurés. Voilà en quelques secondes Tiller. Je peux passer à la slide suivante. Donc, pour vous expliquer un peu comment marche notre stack data chez Tiller, donc comme je vous l'ai dit, d'un point de vue métier, notre stack métier est complètement automatisé. Donc, quand je parle de notre stack métier, on va parler vraiment de l'acquisition de lead jusqu'à la génération de revenus, donc ce qu'on appelle chez nous le lead to cash. Donc, pour ça, on a plusieurs outils métiers qui sont utilisés. Donc, globalement, nous, la source principale, c'est notre Salesforce. Dans notre Salesforce, c'est pas qu'un CRM, c'est presque notre ERP, parce qu'on va retrouver aussi toute notre facturation, tout ce qui est aussi la livraison, parce qu'on livre aussi des iPads à nos clients. Bon, évidemment, du Facebook Ads et du Google Ads, ça, je pense que beaucoup d'entreprises le font. On va avoir du Stripe qui va nous permettre de gérer le prélèvement de nos clients de manière récurrente. Et pour la partie de chat et support, on utilise FreshChat et FreshBook. Enfin, du coup, c'est FreshBook. Non, c'est bien ça. FreshWork, désolé. FreshChat et FreshDesk, qui sont des concurrents de Zendesk. Donc, c'est des plateformes de ticketing. Finalement, c'est toutes ces sources de données-là et évidemment notre source produit, qui est la donnée de Tiller, donc la donnée de caisse de nos clients, qui est notre base de données opérationnelle. On doit pouvoir la récupérer au sein d'un data warehouse. Et pour ça, en fait, on a fait le choix. Donc, moi, quand je suis arrivée chez Tiller, j'étais toute seule. Et globalement, à l'époque, on aimerait bien avoir de la donnée. On pense qu'il faut recruter un data analyst. Moi, je suis arrivée en mode, voilà, ta carte blanche, il nous faut de la donnée. Sauf que recruter un data analyst, c'est bien. Par contre, avoir du budget pour monter une stack, c'est mieux. Et moi, ce n'était pas mon cas à l'époque. Donc, en fait, j'ai dû pas mal batailler pour montrer que monter une stack, ça coûtait quand même un petit peu d'argent. Du coup, pour ça, alors là, je vous présente la stack qui est notre stack actuelle. Mais ensuite, je reviendrai sur l'évolution de notre stack. Parce que maintenant, quand je suis arrivée, j'étais toute seule. Maintenant, je gère une équipe de 6 personnes. Donc, on a la chance d'avoir un marché de la donnée qui est de plus en plus mature et des outils qui sont proposés au métier de la donnée de plus en plus mature. C'est ce qu'on appelle souvent on entend souvent parler de modern data stack. En fait, l'idée de modern data stack, c'est de se dire, en fait, maintenant, on a des outils qui peuvent presque remplacer des humains sur des tâches à faible valeur ajoutée. Par exemple, créer un connecteur Salesforce en Python pour prendre mes données Salesforce et les mettre dans ma base de données, donc dans mon data warehouse, pardon. C'est quelque chose à l'époque qui devait être fait à la main. Maintenant, on a des ELT comme Fivetran, Stitch. Il y a un petit Airbyte aussi qui est en train de se lancer, qui est un petit français, qui permettent en fait de faire ce travail en no-code, entre guillemets, pour vous, et finalement de concentrer le travail d'un data engineer sur des tâches, par exemple, de transformation de la donnée plutôt que de la collecte de données. Et du coup, nous, en fait, on s'est vraiment appuyé sur cette méthodologie-là pour fournir de la valeur et monter une stack data assez rapidement. Mais pour ça, ça nécessite un peu d'argent. Donc, actuellement, nous, on utilise Fivetran, qui est un super outil qui propose énormément de connecteurs et qui est quand même très fiable. Pour la partie data warehouse, on utilise Snowflake. Donc, globalement, Snowflake, il y a 3 grands data warehouse sur le marché, BigQuery, Redshift et Snowflake. Nous, on a choisi Snowflake parce qu'on avait beaucoup de données. Enfin, je vous parlais tout à l'heure de 2 milliards de transactions par mois. Vous imaginez un peu les volumes de données. Donc, quand vous avez beaucoup de volume de données, partir sur un Snowflake, c'est souvent un bon choix. Et ensuite, ce qui va être très important, c'est que cette donnée, elle arrive brute sur votre data warehouse. Mais cette donnée brute, vous ne voulez pas forcément la mettre à disposition telle qu'elle dans vos outils de BI, dans vos outils d'analytics. Parce que quelquefois, cette donnée-là, elle est
premièrement, vous avez plein de colonnes qui ne sont pas intéressantes. Il y a plein de colonnes de votre CRM qui sont pas pertinentes pour votre business, pour l'analytics. Donc, vous allez choisir les colonnes qui sont intéressantes. Vous allez peut-être aussi faire des transformations pour agréger votre donnée. Et finalement, vous allez simplifier votre data model. Vous allez peut-être faire des jointures entre différentes sources. Par exemple, si je veux avoir la vue d'un client et je sais que les données de mon client sont à la fois dans mon Salesforce, sur ma base de données produits et sur mon outil de messagerie, je vais peut-être créer une table unique qui résumera toutes ces données plutôt qu'à chaque fois devoir être dans plein de tables. Donc, la partie transformation, elle est hyper importante. Et pour ça, nous, on utilise DBT. Globalement, DBT, c'est un super outil qui permet de scheduler des requêtes SQL et de transformer ces données très simplement en SQL. On a aussi un peu de machine learning. On fait de la prédiction sur le churn, donc sur le désabonnement de nos clients et sur la qualité de nos leads entrants. Donc pour ça, pour le coup, on est obligé de le faire en Python. Et pour scheduler tout ça, on utilise Airflow, qui est un outil data, pour le coup, lui, assez technique. Ensuite, une fois que toute cette donnée elle est prête, on va pouvoir la mettre à disposition dans des data marts. Donc, des data marts, on va dire que c'est une petite base de données prête à l'emploi pour des besoins analytics. Donc, on va avoir par exemple un data mart pour le produit, un data mart pour la finance, un data mart pour le marketing. Et ensuite, cette donnée-là, on la met à disposition soit dans nos outils de BI. Donc, chez nous, on en a 2. Vous allez trouver ça peut-être bizarre. On a Tableau et Metabase. Pourquoi SumUp, historiquement, utilise Tableau. Et Tiller, historiquement, utilisait Chartio, qui est un outil qui est en train de mourir. Mais Chartio propose vraiment du self-service. Et en fait, on voulait vraiment garder cette agilité pour que les personnes en interne chez nous, les product managers, les sales ops, etc., tous les power users puissent eux-mêmes créer leur propre dashboard. Du coup, on a remplacé cette fonctionnalité de self-service sur Metabase, mais on garde Tableau pour des rapports assez avancés, eux construits par l'équipe data. Et ensuite, on a des problématiques aussi d'enrichissement, parce que dans le data warehouse ne vous sert pas que à visualiser de la donnée, mais aussi potentiellement à enrichir les data sources dont on avait parlé dès le début. Donc nous, par exemple, on a pas mal de données qui sont ensuite réenrichies dans Salesforce. Par exemple, tous les scores qu'on crée. On a aussi des modèles financiers, par exemple sur le MRR de nos clients, des choses comme ça. En fait, on vient les réenrichir dans Salesforce, par exemple. Donc voilà, ça c'est notre stack. Donc pour vous expliquer comment on est arrivé à cette stack, donc en arrivant, j'avais assez peu de budget et surtout j'étais seule. Donc j'ai dû faire un peu des choix pragmatiques pour apporter de la valeur assez rapidement. Pour ça, au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais on utilisait Fivetran et Stitch qui sont 2 concurrents. Alors ça, c'était à l'époque un choix purement de business model parce que Stitch coûtait beaucoup moins cher. Et à l'époque, Fivetran, vous le payez pas au nombre de lignes d'import dans votre data warehouse, mais au connecteur. Donc en fait, pour notre gros connecteur, on avait choisi Fivetran, qui nous coûtait finalement assez peu cher par rapport au nombre de lignes, et Stitch pour les autres. Et en fait, on s'est vite rendu compte que Stitch, c'est bien, mais pour scaler, c'est compliqué parce que Stitch ne va pas tout le temps vous fournir un modèle de données vraiment à plat, prêt à être utilisé. Donc, quelquefois, vous allez avoir par exemple des modèles en JSON, enfin de la donnée en JSON, et du coup, vous allez devoir passer du temps à retransformer cette donnée. Donc en fait, c'est pour ça que nous, on a choisi en fait de faire que du Fivetran. Et en fait, à un moment, ils ont aussi changé leur business model. Donc, d'un point de vue coût, on s'y retrouvait aussi. Donc, maintenant, on est sur du Fivetran. Vous voyez, on a mis quand même 6 mois et même encore. Ok, je lisais la réponse de. Bref, pardon. On a mis quand même beaucoup de temps et on a encore un peu de Stitch. Et la dette, ça coûte cher. Donc, faites le bon choix de votre ETL dès le début. C'est mon petit conseil. Ensuite, sur la partie transformation, pareil, j'étais seule. Donc, à l'époque, DBT n'était pas encore très connu il y a 2 ans et demi, même si on m'en avait parlé. Donc, en fait, on a choisi j'ai fait beaucoup de choses en faisant des views SQL. Donc, en fait, j'avais des énormes views qui tournaient. Donc, en fait, des views, ça veut dire à chaque fois qu'on fait un calcul sur cette table, on régénère la table. On recalcule les valeurs de la table, enfin de la view, du coup, pardon. Et donc, ça, pareil, ça a marché un premier temps, mais plus votre volume de données augmente, plus votre temps de réponse baisse, et surtout en termes de scalabilité, de qualité de code, en fait, vous n'avez pas tout au même endroit. C'est un peu plus, vous n'avez pas forcément une logique de développement avec de l'archivage de code, etc. Donc ça, on est en train de on est passé maintenant tout sur DBT.
et sur Airflow. Donc, on est vraiment maintenant dans un environnement de développement vraiment ultra propre. Et après, sur la partie storage, ça, pour le coup, on avait fait vraiment un bon choix sur Snowflake. On est hyper content. Il y avait juste un problème qui était plus sur la partie droit et gestion des utilisateurs, des droits, etc. Et pour ça, au début, en fait, on faisait tout en ligne de commande chez nous. C'était pas très propre. Et maintenant, on utilise un outil qui s'appelle Permifrost. Donc, pour les utilisateurs, sur les utilisateurs Snowflake, c'est super puissant. C'est un espèce de DBT, mais pour gérer les droits dans Snowflake. Donc, c'est top. Et après, la partie BI, je vous en ai parlé. Bon, Chartio, c'était bien, ça coûtait pas très cher. Après, ça avait certaines limitations, mais maintenant, il n'y a plus le choix, comme il est en train de mourir. On doit le remplacer. Tu peux passer à la slide suivante. Du coup, finalement, mes learnings, c'est dès le début, penser scalabilité, créer de la dette, ça coûte cher. Donc, si dès le début, vous avez les moyens d'investir dans des outils qui vont pouvoir accompagner votre scale, faites-le. Donc, ça, je pense par exemple à du Favetran sur la partie ingestion de données. Réfléchissez vraiment au build vs pay. On a un marché de la donnée qui est très tendu en termes de recrutement. Recruter un data engineer, ça coûte très cher et c'est très compliqué. Donc maintenant, vous avez plein d'outils en fait qui vous permettent de miser, de remplacer des tâches à faible valeur ajoutée par des outils et finalement garder vos ressources data engineer sur de la transformation de données, sur de la création de connecteurs custom si c'est pas disponible dans vos ETL, des choses comme ça. Moi, j'avais quelque chose aussi qui m'avait énormément aidé au début. À l'époque, quand j'avais fait mon bench de stack, j'avais Looker dans mes outils. Il m'avait mis en contact avec 2-3 startups qui avaient déjà monté des stacks. Et en fait, ça m'avait vraiment permis aussi de valider mes choix à l'époque. C'était déjà quand même plutôt bon par rapport au fait d'être toute seule chez Tiller. Et aussi, maintenant, il y a plein de communautés. Donc, appuyez-vous sur ces communautés. Il y a des formations comme celle d'Emile. Donc, c'est assez riche. Avant-dernier conseil, passez du temps sur la transformation. Quelquefois, vous allez vous dire, c'est pas grave, je vais mettre de la donnée brute dans mon BI. Je ferai une usine à gaz dans mon tableau, ou dans mon Power BI, ou dans mon Metabase, ou dans mon Looker. OK, ça va vous permettre d'accélérer. Mais en fait, finalement, vous allez vous rendre compte que cette transformation que vous faites dans votre outil final, en fait, vous auriez pu la faire dans votre data warehouse directement et gagner beaucoup, beaucoup de temps dans tous les développements que vous ferez par la suite. Donc, posez-vous sur vos transformations. Et le dernier point, c'est vraiment prenez le self-service. En fait, maintenant, on a des outils qui permettent à des personnes non data de pouvoir eux-mêmes faire des charts, eux-mêmes répondre à leurs propres questions. Donc, formez vos équipes et vraiment misez sur des outils qui permettent que votre équipe data ne soit pas un goulot d'étranglement. Donc ça, je pense à des outils comme Looker, Metabase, ou même Tableau, s'il est bien configuré par une équipe data, on peut faire aussi des choses, mais ça nécessite un peu plus de développement. Voilà, je crois que j'ai tenu en 10 minutes. Merci beaucoup, Nolwenn. Maintenant, on va vous donner la parole à Pierre. Ouais, donc je vais prendre la suite. Bonjour à tous de nouveau, et puis merci Nolwenn pour la présentation qui va me servir un petit peu aussi pour mes sujets à moi. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter JobTeaser dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est le leader européen du recrutement des jeunes talents. Pour ceux qui ont eu la chance de faire leurs études dans les 8-10 dernières années, vous avez peut-être pu tester un petit peu l'outil dans vos universités ou écoles. Et donc, notre mission, c'est de préparer la nouvelle génération à s'accomplir dans le marché du travail et à s'orienter professionnellement. Et donc, comment on fait ça aujourd'hui? Donc, on propose c'est une plateforme qui est à la fois intégrée en marque blanche dans nos écoles partenaires. Donc, dans l'intranet de toutes nos écoles partenaires, il y a un accès à JobTeaser, qui est le Career Center by JobTeaser. On a également un site public qui est disponible sur le 3W et une app mobile. Et donc, ce qu'on propose à nos étudiants, c'est donc un job board qui leur permet de trouver des stages, un premier emploi, donc un format assez classique. Et à côté de ça, également des contenus de connaissance de soi, d'exploration du marché pour aider les étudiants à s'orienter. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres clés. On a été fondé en 2008, donc ça c'est une boîte qui a quand même un petit peu d'historique.
Et au-delà de l'aspect mature, on va dire, de Job Teaser, je dirais que c'est aussi pas mal notre historique qui explique les choix qu'on a pu faire, notre longueur d'historique. Aujourd'hui, on est 300. L'équipe data, on est un peu plus de 10 aujourd'hui, et on a évidemment des postes ouverts, donc on vise une organisation de 15-16 personnes. Et en termes d'écosystème, on a 700 écoles universités partenaires, 80 000 entreprises qui publient des contenus sur notre plateforme, soit de manière publique sur le 3W et nos différentes écoles, soit de manière privée avec des contenus qui sont exclusifs à certaines écoles. Et on vit sur un vivier de 4 millions de jeunes talents aujourd'hui. Alors attention, ce n'est pas le nombre d'inscrits sur Job Teaser, c'est le nombre d'étudiants qui sont inscrits dans notre écosystème d'écoles et universités. Alors, pour en venir du coup à nos enjeux data, nous aujourd'hui, donc je l'ai résumé un petit peu en 5 points. Je pense que c'est assez classique pour n'importe quelle boîte tech aujourd'hui. Hein, on n'a pas de problématique particulièrement spécifique liée à la data. La première, c'est évidemment la business intelligence, le fait de construire des dashboards pour aider les équipes à prendre des décisions. Comme le disait Nolwenn, on essaye aussi, nous, de notre côté, de développer de la self-BI, donc de donner le pouvoir aux équipes sur leurs données pour que tout ne repose pas sur les data analystes. On a également pas mal de problématiques de reporting externe à nos entreprises et écoles partenaires. Donc là, c'est assez basiquement des rapports qu'on fournit à nos partenaires directement dans leur back-office. Et on a évidemment des sujets aussi de growth et de marketing. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau chez Job Teaser. Donc, vous verrez qu'on est encore assez peu avancé sur ces sujets-là. C'est essentiellement lié à la nature de notre business model qui est en train de changer, puisqu'historiquement, notre acquisition se faisait à 95% via les écoles. Et donc, on n'avait pas besoin de faire du marketing digital pour aller chercher des étudiants. Et aujourd'hui, en allant chercher des nouveaux marchés, en particulier le marché allemand, on a en fait une cible étudiante qui est assez différente et avec des écoles qui sont pas du tout, qui sont pas aussi impliquées, on va dire, dans les problématiques d'insertion professionnelle qu'en France. Et donc, on est obligé d'aller chercher nos étudiants sur le net. Et donc, on a créé cette activité growth marketing. C'est quelque chose d'assez nouveau et ça nous bouscule pas mal en ce moment. Et le dernier point, c'est donc tous les sujets de data science, puisqu'on a une équipe de 3 data scientists aujourd'hui qui travaillent essentiellement à enrichir notre produit à travers de la recommandation de contenu, et en particulier offre de stage, offre d'emploi, et également des problématiques de sourcing. Donc ça, c'est un produit qu'on a développé il y a un peu plus d'1 an et qui aide les recruteurs à trouver les candidats les plus qualifiés pour une offre d'emploi donnée. Donc c'est globalement un produit de chasse digitalisé. Et sur ces sujets-là, on a essentiellement des problématiques temps réel à résoudre. Alors du coup, voilà notre stack technique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais peut-être me concentrer uniquement sur les aspects importants. Je précise un point aussi, c'est qu'on a un management partagé entre la tech et le produit au niveau de l'équipe data, et que tous les choix structurants qui sont faits sur nos outils sont faits au niveau de la tech. Donc nos data ingé en fait sont rattachés au CTO. Évidemment, on a une forte coordination entre nos équipes et c'est une seule et même équipe, mais c'est important d'avoir ça en tête. Pourquoi on a cette organisation ? Parce qu'on a énormément de choix techniques qui reposent sur des technologies qui sont en fait partagées avec les autres chapters back-end, chapter front-end. Et donc, ça facilite les décisions de ce point de vue-là. Donc, Nolwenn vous a déjà bien présenté le cycle de vie un petit peu d'une stack data, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Nous, peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à ce que Nolwenn vous a présenté, où en fait, chez Tiller, il se repose beaucoup sur des outils SaaS et une logique de buy. Nous, on a fait des choix qui sont plutôt sur une logique de build. C'est des choix qui sont, on va dire, historiques et qui ont aussi, qui sont aussi drivés par la volonté d'assurer une bonne gouvernance de la donnée. Si vous vous appuyez sur des outils SaaS, vous avez quand même moins de contrôle. Quand vous construisez vous-même,
vous pouvez mettre en place tous les garde-fous, on va dire, pour vous assurer qu'on fait bien les transformations de la bonne manière et qu'on met de la... voilà, on s'assure d'avoir une unique source de vérité et des KPI qui sont définis de manière unique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, de notre côté, on a un système de tracking qu'on a mis en place, qu'on a construit nous-mêmes, qui s'appuie sur la technologie Kafka et avec des systèmes typiquement de schema validation qui nous permettent d'avoir un contrôle sur la qualité de la donnée en sortie. C'est-à-dire que quand les devs nous envoient des events, on s'assure que ça répond bien à nos standards de qualité. On a tout un système pour valider ça. Et derrière, on récupère de la donnée qui est qualifiée. Et on essaye vraiment de faire ça dès l'amont, donc dès la phase de collecte, ce qui n'est pas forcément le cas d'outils comme Segment, par exemple, où souvent, on va collecter un petit peu à tout va, sans forcément avoir un regard sur la qualité. Donc ça, c'est un des principaux drivers de choix pour nous. Sur les autres choses qu'on a construites par nous-mêmes, il y a également l'agrégateur de données, donc c'est dans la partie transformation. On a aussi Airflow comme scheduler, comme Nolwenn vous l'a présenté. En revanche, on n'a pas fait le choix de DBT pour des raisons similaires, qui sont qu'on on n'avait pas envie de donner trop d'autonomie aux data analystes sur les transformations de données, justement dans une logique de gouvernance. Et donc aujourd'hui, nous, le but, c'est de construire une équipe de BI qui va vraiment être owner de la définition de nos métriques, de la définition de nos tables de référence. Et donc, c'est nous qui concevons l'outil qui va permettre de faire ça. Alors, il y a toujours, ce qu'il faut avoir en tête quand on fait du build, c'est ce que disait Nolwenn, hein, et voilà, il y a forcément une contrepartie à ça. C'est que, du coup, ça veut dire qu'on passe du temps à construire ces outils, et donc on peut aller moins vite sur d'autres sujets. Et par ailleurs, ça nécessite de recruter des data ingés, et ce sont des ressources très, très rares sur le marché. Et donc, c'est évidemment les limitations qu'on a aujourd'hui avec cette logique-là. Et donc, aujourd'hui, dans nos choix structurants, on est vraiment très attentif aujourd'hui voilà, on a ça en tête et on fait vraiment à chaque fois le compromis. On essaie de faire le meilleur compromis entre buy et build sur nos différentes décisions. Sur la partie, sinon, DataVis, on a fait le choix de Tableau. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails du pourquoi, hein, voilà, c'est un des outils les plus utilisés sur le marché. Je précise aussi que sur la Self BI, donc nous, on a fait le choix de Superset, qu'on avait benchmarké avec Metabase, mais on a préféré Superset. On a essayé de former, d'autonomiser certaines équipes sur Tableau à travers leur niveau de licence Tableau Explorer qui permet de faire du dashboarding autonome. Ça n'a pas trop pris. Donc après, sur ces choses-là, en fait, il faut essayer, hein, ça marche ou ça marche pas. Mais pour nous, ça n'a pas marché. Donc du coup, aujourd'hui, nous, on forme pas mal de power users dans différentes équipes à SQL et à l'utilisation de Superset pour construire des dashboards. Voilà. Sur la partie growth marketing, comme je vous le disais, c'est une activité qui est nouvelle pour nous, entre guillemets. Et donc, aujourd'hui, on a quelque chose de relativement peu avancé encore en termes de stack. On utilise Google Tag Manager, donc c'est un système de tracking parallèle à celui qu'on a mis en place pour la BI et qui alimente du coup les différents outils du market. Alors évidemment, ça pose des problématiques de gouvernance. Et donc en ce moment, on est justement en plein là-dedans sur le fait d'arbitrer quelle va être un petit peu la vision de long terme là-dessus pour s'assurer qu'on ait une coordination entre ces deux stacks parallèles qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Et sur la partie data science, je n'ai pas particulièrement de choses à te dire sur les choix de stack qui ont été faits, si ce n'est que on repose évidemment beaucoup sur du Python, à la fois pour nos ETL et pour les API qu'on met à disposition des équipes produits pour faire tourner nos algos. Voilà, et donc sur nos challenges, on a globalement, sur la partie data engineering, je vais y aller rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Donc, sur la partie data engineering, notre objectif, c'est de collecter des données des microservices, d'assurer la cohérence des systèmes de tracking, donc entre tracking interne et GTM, construire nos tables de référence. Aujourd'hui, on a un modèle qui est en étoile
et on manque de… disons qu'on a une bonne gouvernance sur ces tables-là, mais on manque de tables de référence, et il faut également qu'on les documente un peu mieux. Il faut aussi qu'on constitue des référentiels de données. C'est des problématiques qui sont en train de monter de plus en plus, puisqu'on a des données dans Salesforce sur nos entreprises, on a des données dans le produit, et donc à un moment, il faut mettre un petit peu tout le monde d'accord. Donc ça, c'est également des problématiques qui commencent à se poser. Sur la partie analytics, on a des sujets de gouvernance de nos dashboards tableaux. Ça, je pense que c'est le cas dans beaucoup de boîtes. Mais voilà, on a beaucoup de dashboards, et donc il faut faire régulièrement du cleaning, il faut essayer de mutualiser au maximum les data sources, etc. On a également des problématiques de passage à l'échelle sur nos dashboards d'Embed Analytics, puisque vu que c'est des données qu'on met à disposition de toutes nos écoles, de toutes nos entreprises, on a des volumes de données qui sont extrêmement importants. Et donc, on a des problématiques là-dessus. Évidemment, la Self-BI, où il y a essentiellement des problématiques d'adoption et de formation des équipes. Et sur la partie data science, c'est essentiellement des contraintes de temps réel et le fait d'avoir des temps de réponse qui soient acceptables vis-à-vis de l'utilisateur. Et pour nos learnings, je vais reprendre un certain nombre de points de Nolwenn. Je pense que le buy versus build, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Encore une fois, ce truc-là, c'est globalement un arbitrage entre donner de l'autonomie, assurer de la gouvernance, et aussi jouer avec les ressources data engineering qui sont pas faciles à trouver sur le marché. La self-BI, c'est une vraie opportunité, et c'est quelque chose qu'il faut essayer de penser le plus tôt possible pour autonomiser les autres équipes et surtout soulager vos équipes à vous. Évidemment, les choix des outils, c'est important de faire de la veille régulière, de faire des benchmarks et de s'appuyer sur la communauté pour ça, et en particulier sur les retours d'expérience. Un autre truc qui est important et qu'on essaye vraiment de faire depuis un peu plus d'1 an maintenant, et on ne le faisait pas bien au début, c'est la traçabilité des décisions. C'est bête, mais on prend beaucoup de décisions sur les choix techniques qui sont faits. Elles sont souvent remises en question, en particulier quand une boîte grossit, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, des nouvelles équipes qui se constituent. Donc, les gens posent beaucoup de questions. Donc, c'est important de bien mettre ça dans des decision statements bien clairs et de comprendre pourquoi on a fait les choix. Et enfin, dernier point, mais ça, j'en ai parlé tout au long de ma présentation, la gouvernance. Il y aura toujours des incohérences de chiffres, ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que vous n'arriverez jamais à avoir des chiffres complètement clean partout, malgré tout ce que vous mettez en place. Et donc, ça, c'est toujours important de trouver le bon équilibre entre est-ce qu'on traite les incohérences ou est-ce qu'on les accepte. Mais dans ce cas, il faut effectivement les documenter et il faut savoir communiquer dessus efficacement auprès des équipes. Voilà pour moi. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos 2 interventions hyper intéressantes. Il y a plein d'autres outils merveilleux qu'on aurait pu discuter. On a, par exemple, Dataiku qu'on n'a pas du tout abordé sur la partie data science qui pourrait être intéressante. Ou même, on parlait d'Embed Analytics, type Tukantoko, qui sont quand même de très beaux outils. D'ailleurs, je salue Charles Miglietti, il entend parler de cette vidéo. Donc, effectivement, on voit bien qu'à par rapport aux 3 niveaux de maturité d'entreprise, il y a des choix différents qui ont été opérés. Donc, nous, Émile, on est encore tout petit, mais on sait maintenant en quelle direction aller en étant entouré finalement de ces intervenants-là de qualité. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir écouté. Donc, je vais faire juste une petite minute de réclame et on passe tout de suite aux questions. Alors, si tous ces sujets vous intéressent, en particulier la formation de vos équipes ou même vos problématiques de mise en place chez vous, on a une formation qui est dédiée à ce sujet. Donc, on l'a appelée Data for Pro, qui est clairement la possibilité pour vous de devenir autonome en SQL, apprendre à faire des dashboards automatisés et de pouvoir les partager en interne. Donc, c'est à la fois comprendre comment on fait de la data analyse, comment on se pose les bonnes questions, le choix des graphes, comment on maximise l'adoption au sein de votre entreprise. Et donc, vous pouvez absolument mettre tous ces enseignements-là à votre service, puisque lors du projet de fin, vous pouvez l'appliquer directement sur vos données avec nos aides et surtout les aides des professeurs, ou alors sur des cas que nous avons préparés pour maximiser votre apprentissage. Puisque, comme je le répète, Émile est ancré dans le réel, donc on apprend en faisant, et donc à la sortie, c'est tout de suite actionnable. Voilà, en tout cas, toutes les informations sur emile.school. Ravi en tout cas de vous y retrouver et de pouvoir répondre à vos questions. Je vais tout de suite passer aux questions que j'avais laissées de côté finalement en présentant mon ordinateur. Donc, hop, stop sharing. Et si tout est bien fait, les questions devraient apparaître ici. Parfait. Alors, il y a eu des upvotes. Je vais tout de suite m'intéresser à la partie 3. Il y en a une. Que tu as déjà répondu, Nolwenn. Je ne sais pas s'il faut revenir dessus ou pas. Tout le monde a accès, bien évidemment, aux questions sur la partie de droite, donc n'hésitez pas à regarder pour pouvoir suivre ce qu'on va dire.
Dans quel ordre tu as recruté les différents profils de ton équipe? Pourquoi les derniers profils correspondaient à des data analysts? Point d'interrogation. Est-ce que tu as potentiellement quelque chose à ajouter, Nolwenn, sur le sujet? Yes, je pense que c'est une très bonne question et c'est une question limite à se poser avant les outils, parce que c'est ce qui va aussi définir le choix de vos outils. Moi, ma recommandation, si en tout cas je parle vraiment de mon cas, moi je suis arrivée avec un profil un peu touche à tout, mais pas expert data engineer. Donc c'est aussi pour ça que j'avais misé sur des views et SQL, des choses comme ça. Donc j'ai pas monté directement un environnement de développement. Mais je sais que si j'avais pu avoir un data engineer dès le début, qui aurait mis en place une infrastructure de développement, donc avec une CI, des tests, un Git, etc., on aurait gagné beaucoup de temps. Pareil sur la partie Airflow. Donc, si vous pouvez en tout cas recruter un data engineer, mais vraiment par contre business-centric, qui pourra potentiellement aussi, qui sera curieux de monter un Metabase, de faire des premiers dashboards. Ensuite, accueillir un data analyst, c'est assez simple. Mais en tout cas, miser en tout cas sur la seniorité dès le début, c'est un coût, mais en tout cas, c'est un coût qui sera pour moi cohérent dans le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Merci. Alors, des questions pour toi, Pierre. Il y en avait deux en particulier. Est-ce que tu recommanderais Superset pour un outil de visualisation? Oui, et pourquoi? Et il y en a une autre en particulier. Comme vous avez mis en place votre propre outil de tracking, comment tu fais finalement pour le maintenir à jour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est totalement manuel ou une partie automatisée? Alors sur Superset, je ne peux que m'appuyer sur le benchmark récent qu'on a fait puisqu'on est en train de on est au tout début de l'utilisation de l'outil. Avant, on avait Pushmetrics qui pour le coup est s'appuyer sur Superset et c'est une surcouche simplement par-dessus, donc on avait quand même déjà bien expérimenté et c'est assez proche. Nous, la raison pour laquelle on a fait ce choix-là par rapport à Metabase, c'est que Metabase, on trouvait que les fonctionnalités de query SQL étaient un petit peu moins pratiques que sur Superset. Et on avait quand même vraiment initié pas mal de formations SQL et nos utilisateurs avaient beaucoup d'attentes là-dessus. Donc nous, c'est la principale chose qui a drivé le choix. Après, il y a quand même quelques inconvénients à l'outil. Typiquement, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que souvent, il faut construire ce qu'ils appellent au final des datasets. Alors, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça, je crois que c'est datasets. À chaque fois qu'on veut créer un dashboard, on est obligé de créer un nouveau dataset, ce que je trouve un petit peu, ce qui n'est pas le cas pour le coup de Metabase, où on peut directement faire les queries et construire les dashboards sans avoir à créer à chaque fois une data source intermédiaire. Mais oui, je recommande. Aujourd'hui, sur Pushmetrics, en tout cas, on a eu beaucoup d'adoptions et nos utilisateurs sont très contents. Et sur la question du tracking, il faudrait Donc oui, c'était la question de la maintenance de l'outil. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de maintenance manuelle à faire dessus? Exactement. Je dirais pas que c'est tant de la maintenance que des évolutions qu'on essaye de faire régulièrement. Toujours dans une logique de gouvernance, on essaie de s'améliorer en continu là-dessus. Et donc, c'est effectivement du travail. Enfin, nos ingés, ils consacrent régulièrement du temps à améliorer notre système de tracking. Mais en même temps, c'est un petit peu le nerf de la guerre parce que c'est la donnée qu'on utilise au quotidien et qui est à la base de toute notre BI. Donc, ça a du sens d'y consacrer du temps. Okay. Merci beaucoup. Il y avait des questions en termes de transformation, un peu de positionnement sur à quoi sert vraiment DPT. On a surtout parlé que c'était en termes de transformation, mais il y a des choses qui sont intéressantes sur des outils un peu nouvelle génération. Il y a des questions un peu sur le reverse ETL, donc comprendre effectivement le besoin de j'ai mes données qui sont centralisées, je veux extraire des informations de ces données pour venir enrichir. Nolwenn en avait parlé un petit peu en venant enrichir justement Salesforce des informations de différents outils ou même produits qu'on pouvait récupérer. Alors, je vois que tu utilises Hull, Nolwenn. Est-ce que tu parles maintenant de deux autres, Lago ou iTouch? Est-ce que tu as une remarque ou des informations par rapport à ça? Oui, donc, globalement, il faut voir un reverse ETL comme un Fivetran, mais dans l'autre sens. Actuellement, on n'a pas d'ETL qui sait faire les deux dans les deux sens. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on a besoin d'utiliser les deux, parce que c'est aussi pas le même métier. Nous, on utilise Hull. Alors, disons que ce n'est pas un choix data, c'est un choix métier, parce qu'en fait, Hull, pour ceux qui connaissent, c'est un espèce de synchronisateur de données entre vos différents outils métiers. Donc, ça va vous permettre de synchroniser votre Facebook Ads avec votre Salesforce, avec votre Stripe, etc., etc. Et nous, en fait, on a ajouté un connecteur Snowflake dans Hull
Mais ce qui est très limitant, c'est que Hull vous permet de faire que de l'enrichissement au niveau du client, parce qu'en fait, il crée un espèce de data model hybride de votre client parmi toutes vos sources. Donc, nous, dès qu'on veut aller enrichir sur des tables avec plus de granularité, donc des tables enfants, on va dire, de du client, on ne peut pas le faire. Et du coup, on est obligé de passer par des développements custom. Donc, c'est pour ça je suis en train de pousser. C'est justement une de mes missions sur ce quarter pour aller utiliser un iTouch ou un Lago qui permet justement une plus grande granularité et qui est vraiment le métier centré data warehouse vers des outils SaaS. Ok, merci beaucoup. Alors, il est 20, donc on a dépassé un tout petit peu. En tout cas, je voulais remercier vraiment tout le monde de nous avoir suivis. Vous êtes encore une trentaine avec nous, donc je vois que ça a beaucoup plu, ça fait plaisir. Et je voudrais remercier particulièrement Nolwenn et Pierre de nous avoir accordé leur temps, surtout sur la pause déjeuner. Je sais que c'est un moment important pour alimenter aussi les méninges. Donc, merci à vous tous. Et je vous souhaite à très bientôt pour la suite des aventures sur les webinars et autres. Je vous invite aussi à Newsletter Emile, et il y a plein d'articles qu'on partage. Donc, si vous êtes intéressé par la data, vous êtes les bienvenus. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde et Merci. merci à Emile pour avoir organisé ce webinaire. Avec plaisir. Au revoir.